Bienvenue dans le podcast Devenir manager. Je suis Elodie Landreau, ancienne manager et aujourd'hui coach professionnel. Pour les managers qui veulent développer leur confiance, communiquer de manière authentique et affirmée et vivre leur quotidien avec plus de joie. Devenir manager, c'est à la fois une aventure passionnante et enrichissante, mais aussi solitaire, challengeante, parfois décourageante. Dans ce podcast, des managers s'expriment en toute transparence sur leurs difficultés, leurs réussites, leur vision du métier, leurs bonnes pratiques. Laissez-vous inspirer par leurs expériences et leur énergie et devenez un manager confiant et serein. Bienvenue Geoffroy, c'est un grand plaisir de te recevoir sur ce podcast, d'autant que tu es le premier homme à accepter le micro tendu après 4 femmes interviewées. Eh ben, c'est parfait, merci beaucoup. Bonjour Elodie. Je vais te laisser te présenter en quelques mots et puis nous expliquer ton parcours managérial. Ok, pas de souci. Alors, Geoffroy Fischer, je suis anglo-français, j'ai 38 ans. Je viens d'avoir 38 ans il y a pas longtemps, donc c'est toujours difficile de se rappeler de son âge, à ses grands âges avancés. Donc, j'ai plus de 15 ans d'expérience en Customer Service Management. Et donc, mon parcours a été de commencer, en fait, de quitter l'école très rapidement pour me lancer à mon compte, utiliser mes qualités en langue pour faire de la traduction. Et très vite, j'ai atterri, en fait, dans un magasin qui s'appelle Decathlon, pour lequel j'ai été et je suis devenu Customer Service Manager, enfin, Customer Service Manager. J'étais manager d'équipe malgré moi, puisque mon manager s'est très vite blessé au bout de quelques semaines. Et j'ai pris cette position et ce rôle, pas officiellement, parce qu'ils sont toujours malins, hein, ils nous font faire plein de choses sans nous donner le titre. Mais du coup, j'ai dû gérer des plannings, gérer une équipe, petite équipe, mais puis gérer les commandes, etc. Donc, en plus des clients. Donc, c'était une première expérience qui m'a beaucoup plu et qui a fait ressortir encore plus mon côté relationnel. Donc à partir de là, j'ai une petite carrière dans le foot qui m'a permis aussi de rencontrer des gens et par la suite de faire du coaching, donc d'être entraîneur. Et qui m'a permis aussi de me développer finalement dans ce rôle, puisqu'il y a énormément de contacts humains, il faut apprendre à gérer des personnes, même enfin, que ce soit au niveau ou au bas niveau. Donc ça, c'était très important. Et par la suite, donc du coup, j'ai intégré un autre customer service pour un centre d'appel pour la société Pixmania initialement. Et donc du coup, là, pareil, j'ai dû gérer une équipe. Donc c'était toute une mise en place puisque le site était tout nouveau. C'était un peu l'Amazon des débuts, l'Amazon français avec de la vente en ligne. Personne ne faisait trop ça. Paiement par carte de crédit en ligne, c'était un peu un truc de fou. Donc fallait gérer les clients, les équipes, savoir diriger finalement ces équipes-là. Donc ça, c'était une expérience qui m'a permis de découvrir un peu ce milieu-là. J'étais très jeune, j'avais 22 ans. Donc, euh, donc c'est quelque chose qui te forge parce que tu fais des erreurs. Donc ça te permet d'apprendre énormément. Donc au contact d'autres personnes, alors que la structure n'était pas vraiment en place. Donc voilà, c'était un peu dans le flou, mais c'était bien drôle et une belle expérience. Et par la suite, en fait, j'ai eu l'opportunité enfin, on m'a souvent dit, mais pars au Luxembourg, puisque j'étais dans la région juste à côté. Euh, Tu peux utiliser tes langues, anglais, français, allemand, des trilingues, il n'y en a pas beaucoup. Alors que moi, dans ma tête, il y en avait énormément et que c'était très bouché. Donc finalement, j'ai postulé et j'ai eu un poste pour une société qui sous-traite la Commission européenne. Et donc, j'étais manager d'équipe pour un site qui s'appelle Eurostat, donc qui est toutes les statistiques européennes. Et donc là, en fait, c'était super intéressant parce qu'on a eu différentes équipes, donc un turnover qui était relativement gros puisque chaque année et demie, donc au bout d'un an et demi, il y avait à chaque fois une autre équipe, quasiment en entier. Donc c'était réapprendre à recréer une osmose, une équipe et à manager donc du coup ces nouvelles personnes à chaque fois. Donc bien sûr, il n'y avait pas trois, quatre personnes qui partaient, quatre qui revenaient, mais c'était à chaque fois une personne qui partait, on en intégrait une autre, puis une autre partait, il y en avait une nouvelle qui était intégrée. Donc à chaque fois, il y avait beaucoup d'interactions, beaucoup de formation, d'apprentissage. Et quand je dis apprentissage, c'est apprendre à se connaître les uns les autres. Donc, euh, donc voilà, donc je suis quand même resté 7 ans là-bas. Parce que ça me plaisait énormément et surtout sur la fin, j'ai eu l'opportunité de faire
du Chief Happiness Officer qui était un tout nouveau. C'était un nouveau concept que j'avais trouvé un peu sur Internet et qui me plaisait bien. Et le but, en fait, c'était d'étendre justement ces compétences de management, ces compétences sociales à toute la société. Et du coup, d'aider les personnes à mieux se sentir au travail. Euh, une petite anecdote, c'est une personne qui était pas bien. Elle faisait très bien son boulot, mais elle n'était pas heureuse. Et c'était pas une question de salaire et tout ça. Puis l'astuce, c'était simplement de demander qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas heureux? Et la personne dit, bah moi, j'ai envie d'avoir des plantes vertes sur mon bureau, j'ai envie de ramener mes pierres d'énergie que j'ai à la maison, de les mettre au bureau, voilà. Et ben pas de souci, on en discute avec le management, ils sont OK. On lui a pris 2 plantes, il a ramené ses pierres, et il est super content. Et c'est des petites astuces qui permettent finalement d'améliorer la vie d'un customer service ou d'une société, tout simplement. L'écoute, l'entraide entre les gens. Et donc, du coup, ce rôle qui, qui finalement, on m'a pas donné les moyens financiers, on m'a donné les moyens humains de le faire. Donc, c'était un peu frustrant parce qu'on pouvait pas organiser toutes les activités qu'on voulait, mais j'étais quand même vraiment à l'aise pour rester 7 ans dans une société. C'est quand même, voilà, il faut quand même une certaine envie et puis un certain plaisir à travailler là. Et en fait, après, je me suis mis en danger. Enfin, je me suis créé l'opportunité de travailler pour l'UEFA. Étant grand fan de football, pour moi, c'était l'organisation parfaite. C'était le lieu parfait où travailler. Donc, j'ai quitté la Moselle et le Luxembourg en termes professionnels pour aller en Suisse. Donc, un autre cadre de vie, un autre monde, une autre mentalité aussi. Et j'ai été pris après un long processus à l'UEFA. Donc, je suis arrivé là en découvrant, waouh, il y a des terrains de foot de partout, c'est trop cool, il y a plein d'activités liées au sport, il y a une piscine, des terrains de tennis. Donc, j'ai vraiment adoré tout cet aspect-là. Par contre, et il faut bien des mauvais points, au niveau boulot, c'était pas du tout ça. Donc, je suis passé de Customer Service Manager à simple chef d'équipe. Donc, c'était vraiment une régression en termes de position dans une société. Mais bon, forcément, il y avait d'autres avantages à côté, notamment le salaire, on va pas se mentir. Et puis, ce changement de cadre de vie, je pense que c'était nécessaire aussi personnellement. Et au final, ben, je suis resté 3 mois. Donc, je me suis mis en danger. J'ai quitté un boulot très stable pour rester 3 mois à l'UFA. Ça m'a pas plu du tout. Beaucoup trop encadré. Pas de liberté, pas de possibilité de créer des choses, de changer des choses, parce qu'il y a beaucoup de processus en place, ce que je peux comprendre pour une telle institution. Mais ça ne me convenait pas. Je dis pas que ce n'était pas un bon travail. Je dis que bon, pour moi, à ce moment-là de ma vie, ça ne me convenait pas. Et donc, du coup, j'ai trouvé une autre société où je me suis lancé en fait dans un projet de start-up. Donc, la société était déjà créée. C'est de la vente d'or en ligne, donc des lingots d'or. Il y a le plus gros groupe mondial derrière nous, mais concrètement, donc la société s'appelle Gold Avenue. Et le but, en fait, c'était de rejoindre une start-up où j'ai eu l'opportunité de créer un service client. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de service client. Il y avait une personne qui s'occupait de répondre aux appels, etc. Donc, du coup, ils m'ont embauché pour notamment développer le marché, plus que faire du service client. Mais finalement, tout ça s'est englobé. Alors, j'ai fait de la finance, de la logistique et tout ça en même temps. C'est une startup, donc on fait un peu de tout. Mais vraiment, le point important, c'est que j'ai pu développer le service client à mon image, de la manière dont je souhaitais. On m'a laissé carte blanche et c'est vraiment, vraiment super comme expérience parce que ça te permet d'apprendre, bien sûr, mais de vraiment faire quelque chose qui te plaît de la manière dont tu le souhaites. Et ça, c'était vraiment le point le plus important parce que je parlais de salaire avant, mais finalement, j'ai baissé en salaire pour venir dans ce projet puisque c'est une start-up, hein, voilà. Mais par contre, l'état d'esprit est génial. J'étais la 7e personne dans la boîte, on était 7 mecs au début. Et finalement, bah, j'étais la première personne à recruter une fille. On a recruté une fille dans l'équipe au customer service et ça s'est enchaîné. Et du coup, on est maintenant plus d'une trentaine de personnes. On est leader dans plein de pays européens et c'est vraiment une superbe expérience. Et voilà, je pense qu'on va en discuter un peu plus profondément, mais clairement, le fait que les gens ne quittent pas la société, qu'il n'y ait pas de turnover, que tout le monde est content d'être là, et qu'on a été élu meilleur service client l'année dernière dans le domaine en Suisse, c'est une belle reconnaissance après 4 ans d'avoir construit tout un service de zéro et d'avoir maintenant une équipe que je dirige, enfin que je manage, parce que c'est un gros management, on va dire, où je laisse beaucoup de liberté. Donc voilà un peu pour le parcours
succinct de ma vie Un professionnelle. parcours hyper éclectique. En tous les cas, il y a des choses qui ressortent beaucoup de ce que tu dis, et notamment ce dont tu parlais à l'instant, le côté carte blanche, autonomie. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu manages ton équipe justement autour de ces notions-là? Parce qu'on sent que c'est important pour toi, mais en ayant discuté avec toi, c'est important aussi que tu le transmettes à tes équipes et que tu leur laisses de la liberté. Donc, comment tu gères ça? Exact. Alors le but, en fait, c'était vraiment justement de jouer la carte de la confiance, de la liberté et de la transparence. Donc, on laisse des gens en autonomie, on les guide parce que j'estime qu'on est plus des guides que des directeurs à être derrière, à dire fais ci, fais ça. Non, il faut donner un cadre. Euh, donc, dire à la personne comment les choses doivent être faites, mais leur laisser la liberté d'adapter à leur personnalité la manière de le faire. Mm. Et je pense que ça, c'est ce qui a été le plus décisif. C'est chacun, en fait, avec sa personnalité, trouve le moyen d'utiliser les capacités de la société et d'utiliser le savoir-faire de leur manière. Donc là, on est sur des personnes qui sont totalement différentes les unes des autres, donc qui n'ont pas le même mode de fonctionnement. Donc si tu imposes un mode de fonctionnement à une personne et que ça ne lui convient pas, au bout d'un moment, la personne va être frustrée et ne restera pas. C'est ce qui s'est passé avec moi à l'UFA, justement. Et donc, du coup, chez Gold Avenue, on essaye vraiment d'avoir déjà une transparence. Donc, c'est au niveau de la société, on a cette transparence avec les clients et on a ce même type d'approche avec les clients. C'est-à-dire que on n'est pas des vendeurs, on est un service client. Donc, on est là pour être sympa, pour aider. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est aussi ce que je fais avec mes équipes. Je suis là, j'essaie d'être le plus sympathique possible, d'être le plus compréhensif et d'aider surtout à ce que la personne se sente bien. Parce qu'une personne qui se sent bien, c'est quelqu'un qui va tout donner pour la société et qui va être en plus heureuse de donner tout ça pour la société. Donc là, on parle de d'aménagement de temps, voilà, il y a des personnes qui font le travail en 5 heures, d'autres qui ont besoin de 10 heures. Donc et ça convient très bien aux personnes. Donc laissons les gens faire les choses comme elles le souhaitent, tout en gardant un management autour, mais qui n'est pas agressif, qui est des fois, bien sûr, il faut recadrer, il faut, voilà, mais, euh, mais c'est ça aussi la vie d'un customer service. C'est quand même assez innovant parce que c'est vrai que dans les services clients, souvent c'est très cadré en fait, hein. Il y a beaucoup de process. Et là, tu me disais notamment que tu regardes pas du tout leur temps qu'ils passent au téléphone, etc. Aux gens qui pourraient dire, ben ok, on leur laisse beaucoup de liberté, mais ça va sûrement apporter des dérives. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Eh ben, c'est un peu une mentalité, alors excusez-moi du terme, hein, moi je suis quand même à moitié français, donc j'aime la France, mais c'est une mentalité française. C'est-à-dire que dans toutes les sociétés françaises dans lesquelles j'étais, j'ai eu cette chose où, tu vois, ça a commencé à 17 ans, j'étais sur les chantiers, parce que mes parents m'ont envoyé bosser, hein. Donc du coup, j'étais là, et puis on me disait, si t'as rien à faire, fais semblant de balayer. Il faut toujours que tu aies l'impression d'être occupé. Ou typiquement, j'ai fini mon travail dans une société, voilà, je finis mon travail. Non, non, bah, il faut que tu fasses semblant de faire des choses. Mais pourquoi faire semblant? Laissons les temps de pause au temps de pause, laissant les gens avancer à leur rythme. Et du coup, pour répondre à ta question, la dérive, elle arrive quand on met beaucoup trop de règles. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement autonome, on me laisse beaucoup de liberté et j'ai jamais autant travaillé que dans cette société. Je fais beaucoup plus d'heures. Alors qu'avant, quand on me mettait un cadre, bah, je disais, OK, bah, je fais mes 8 heures, 18 heures, ou enfin, ça dépend si on travaille en France ou pas, mais grosso modo, je fais mes heures, et après, fini. Là, ben, je fais du télétravail, et on peut revenir sur le point du télétravail après, mais je fais du télétravail, ben, je bosse plus à la maison que je bosse au boulot. En plus, je perds pas le temps de trajet, etc. Donc, bon, ça, c'est un autre débat. Mais concrètement, en termes de management, quand tu laisses des libertés, euh, typiquement, la personne va se sentir en confiance, elle sent qu'elle a des responsabilités et, et elle va tout faire pour pas te décevoir. Et ça, c'est aussi un état d'esprit d'avoir une cohésion d'équipe. Donc le fait de ne pas vouloir décevoir l'autre, parce que finalement, la déception, c'est pire que de faire une erreur. Des erreurs, tu peux en faire. On est là pour aider, pour recadrer, pour apprendre et pour progresser. Par contre, quand tu déçois une personne, c'est beaucoup plus compliqué. Donc du coup, là, il y a tout le monde vraiment qui, comme tu disais, je ne regarde pas les temps passés au téléphone. Alors ça, c'est aussi propre à l'industrie. Mais moi, j'ai pas envie qu'un client, au bout de 10 minutes, sente l'impression de se dire, bon, il faut que je raccroche l'appel. Voilà, nous, on vend de l'or. C'est un produit qui est haut de gamme, mais qui est accessible
premier lingot est à 70 euros. Hein. Donc, ça permet à toutes les personnes d'en acheter et on n'a pas de distinction entre un client qui vient et qui achète pour 100 euros, par exemple, qu'un client qui achète pour 10 000. Parce que tu pars du principe que le client qui achète pour 100 euros va parler de ta société en disant, ah bah le customer service, vous savez quoi, il a passé 1 heure avec moi au téléphone alors que j'ai acheté que pour 100 euros, mais ils sont géniaux. Ils ont fait un super boulot, ils m'ont tout dit, ils m'ont tout expliqué. Et en fait, mon management, il est similaire. C'est-à-dire que la personne qui vient vers moi 10 fois avec la même question, il y en a plein qui vont dire, ouais, mais c'est pas normal, il faut pas laisser ça. Ok, on trouve des solutions pour qu'elle comprenne, mais je préfère qu'elle vienne 10 fois vers moi plutôt qu'elle vienne 9 fois et que la 10e fois, elle vienne pas et qu'elle fasse l'erreur. Et tu disais justement que tu avais une équipe finalement qui était assez hétéroclite. Il y a un peu tous les styles. Puis tu m'évoquais le fait que tu voyais pas forcément toujours de points communs entre tout cela, à part quand même que c'était des bons communicants. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer justement les profils que tu cherches quand tu recrutes? Oui, alors quand on fait des recrutements, on est parti du principe qu'on ne regarde pas tout ce qui est âge, sexe, couleur de peau, tout ça. Alors ça, c'est pour la diversité, ok, mais nous, on n'est pas dans cette optique-là, dans le sens où si une personne nous correspond, on va la prendre. Peu importe si on a une équipe de 4 filles, de 4 mecs, et c'est pour ça qu'on était 7 gars au début, parce que ça s'est fait naturellement. C'était pas une volonté de pas avoir de filles dans l'équipe, pas du tout. Et du coup, là, le recrutement se fait de la manière suivante. On regarde des profils. Bien sûr, quand on cherche une personne qui parle allemand, on va pas recruter une personne qui parle italien. Mais on cherche un profil et derrière, on regarde vraiment en termes d'entretien, dans l'entretien, pardon, on va regarder la personnalité, voir si elle correspond à notre état d'esprit et à l'état d'esprit de la société. Donc, souvent, ce sont des personnes, en termes de points communs, qui vont avoir un esprit entrepreneurial, qui vont vouloir faire partie d'une startup parce qu'il y a un peu plus de liberté, plus de flexibilité, et tout en ayant un travail très intéressant qui est en développement. Donc ça, c'est important. Mais on se retrouve avec une personne typiquement qui est très tranquille dans son choix de carrière. Elle n'a pas envie de plus. Elle est très bien comme il faut. Elle a trouvé l'équipe dans sa vie. Donc elle n'a pas une envie d'entreprendre. Elle n'a pas une envie de partir, etc. Euh, tout comme on a des personnes qui sortent d'université, qui n'avaient pas d'expérience avant, qui se retrouvent dans un customer service parce qu'ils ont des capacités que nous, on a estimées bonnes pour être en relation avec les clients, alors qu'ils viennent de domaines de la finance ou ce genre de choses. Et finalement, ils partent pas parce qu'ils sont super contents d'être dans cette société qui est une société qui est dans le domaine qu'ils ont appris, même si c'est pas le travail qu'ils voulaient faire initialement. Mais au final, ils se sentent tellement à l'aise et ils prennent tellement d'expérience que, que voilà, ils sont heureux d'être là. Et nous, c'est pour ça qu'on recherche vraiment des profils euh, plus, on va dire, au niveau mental, plus qu'au niveau capacité pure, quoi. Parce que les Hmm. capacités, on peut les développer si on ressent que la personne les a. Et visiblement, on s'est pas beaucoup planté, puisqu'en 4 ans, il y a que 2 personnes qui ont été remerciées. Et encore, c'est allé très vite, parce que très vite, on s'est aperçu que c'est juste la mentalité qui collait pas forcément, Hmm. Le plutôt que les savoir-être capacités. plutôt que le savoir-faire, quoi. C'est Hmm. ça, c'est ça. Et je pense que dans une équipe, c'est ce qui fait la différence aussi. Parce que le savoir-être, c'est accepter les critiques des autres, même si on estime qu'elles sont fausses, et de trouver un moyen de trouver la solution, justement, d'expliquer, et de dire, ben, plutôt que de rentrer dans un conflit immédiat, de dire, bah, OK, je prends l'information, on regarde ensemble et on voit ce qu'il en ressort. Et si la personne s'est trompée, on va pas lui dire, t'as vu, tu t'es trompé. C'est pas le but. Le but, c'est d'être une équipe et d'avancer ensemble. Donc, même l'idée la plus bête peut apporter la plus grosse amélioration. Et Hmm. c'est ça qui est important, c'est la communication. Ouais, justement, on sent vraiment ce côté communication très fluide et très saine quelque part. Euh, En général, il faut quand même une certaine maturité pour arriver à cette communication-là. Et en même temps, tu nous dis qu'il y a des gens qui sortent d'école. Comment tu fais en sorte justement de la mettre en place, cette communication? Alors le but, en fait, c'est toujours d'être en communication euh, régulière, c'est-à-dire que ce soit lorsqu'on se trouve au bureau, de discuter, mais de tout et de rien, puis aussi de mettre en place des meetings réguliers, mais qui sont pas forcément axés travail. C'est-à-dire que typiquement, mon meeting du lundi après-midi avec mon équipe, c'est axé sur le week-end, c'est-à-dire vraiment une discussion. Machine à café, où on se dit, bah voilà, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Ou bien parler de tout et de rien.
même des fois, il y a des discussions boulot qui rentrent dans cette conversation, mais c'est pas le but initial. Donc, euh, donc ça, c'est un meeting qui est super important parce que ça permet d'apprendre à connaître les personnes, de se dire, ah bah tiens, la personne là, je savais pas qu'elle faisait beaucoup de randonnées, qu'elle sortait et tout ça, ou bien même se trouver des points communs. C'est-à-dire, ah bah tu suis le football américain, bah moi aussi, mais c'est génial en fait. Et du coup, tu te reviens à parler le week-end avec ton collègue de quelque chose que tu ne pensais pas qu'il était fan. Donc ça, c'est important. Mais aussi au niveau boulot, c'est important voilà, de bien communiquer, donc d'avoir ces meetings réguliers. Mais aussi, typiquement, j'ai mis en place un fichier où je mets toutes les dernières news que tout le monde doit savoir. Donc tout est par écrit, tout est accessible à un endroit ça permet une communication journalière. Parce qu'on est finalement maintenant dans un monde où il y a beaucoup de télétravail. Donc nous, en fait, pareil, on suit les règles, les lois imposées, mais on n'impose pas de venir tous les jours au bureau. Donc les personnes sont très flexibles, on n'impose pas les jours non plus. Alors que sur service, on a des horaires fixes à respecter. Mais pareil, on est flexible. Si une personne me dit, et là je vais prendre un exemple radical, c'est pas aujourd'hui j'ai un rendez-vous, alors les rendez-vous médicaux, voilà, on peut être flexible et tout ça. Mais mon exemple, ça va être de dire, bah, écoute, Geoffroy, aujourd'hui, là, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai passé une journée de merde, j'ai mal dormi cette nuit, je suis pas dans un bon état d'esprit. Ok, prends ton après-midi, pars 2 heures avant, on va compenser. Si on arrive à compenser avec des agents, on compense. Et on se débrouille comme ça. Donc, c'est vraiment, le but, c'est de toujours, et on voit finalement que les personnes n'en abusent pas. Et c'est ça qui est important. Parce qu'on leur laisse l'opportunité. Donc, elles vont se dire, je sais que si j'ai vraiment besoin, je vais le faire. Alors, il y a toujours des personnes qui vont le faire plus que d'autres, mais c'est jamais dans un mauvais état d'esprit de se dire, ah, il me laisse plus de liberté, je vais gratter un peu, là, je vais gratter 1 heure par-ci, par-là. Le boulot, il est fait. Tant que le boulot, il est fait, il n'y a aucun problème pour moi. Et tant qu'il est bien fait. Là, on aborde le sujet de la confiance, quoi. Oui, c'est un peu ça. Finalement, tu laisses la confiance à tes équipes et elles te le rendent en général. Et si elles te le rendent pas, bah, tu peux recadrer. Enfin, je veux dire, typiquement, et j'ai eu le cas ce matin. Alors, c'est un cas que j'avais eu à gérer il y a quelques temps, c'est-à-dire euh, donc on a des répartitions par langue. Et il y a l'anglais bah, que tout le monde parle finalement. Et donc, 2 de mes agents se sont sentis un jour euh, un peu pris de court parce que elle prenait beaucoup les demandes anglaises et 2 autres, ils les prenaient moins. Donc, n'aidait pas autant. Donc, le but, ça a été de recadrer les 2 personnes en ayant une discussion tous ensemble, hein, de se dire, voilà, le but, c'est vraiment de s'entraider et tout ça. Tout le monde le sait, mais des fois, voilà, tu oublies ou tu as une mauvaise période ou peu importe les raisons. Donc, on a recadré un peu, donc ça allait très bien. Et, et là, ce matin, j'ai une de mes collègues à qui je donne beaucoup de responsabilités dans le sens où j'essaye de faire d'elle la future Customer Service Manager. Donc, du coup, je la laisse, elle, gérer ce genre de cas. Donc, typiquement, elle revient ce matin, elle me dit, ah ben, j'ai dit au gars qu'il devait m'aider, qu'il devait aider un peu plus au niveau des demandes anglaises de nouveau. Juste que tu le saches. OK. Très bien. Donc, elle a agi d'elle-même. Elle m'a communiqué l'information à titre informatif. Donc, moi, je le sais. Et je sais très bien que les autres l'ont pas mal pris. Et qu'au contraire, ils vont se dire, ah oui, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah oui, là, c'est vrai que peut-être le jour-là, j'ai peut-être pas regardé l'anglais, mais peut-être qu'il y a des raisons. Et donc, du coup, on en discute. Donc, si la personne, elle revient vers moi en me disant, bah, là, c'est vrai que j'ai pas eu le temps la semaine dernière d'aider à ce niveau-là parce que j'ai eu un souci ici ou là. OK, bah, on règle le problème, on essaie d'adapter. Et c'est justement cette confiance et ce dialogue qui permet de révéler les profils aussi, de savoir qui a un esprit plus de manager, qui va prendre le lead sur une équipe, qui va être un peu plus suiveur. Et un suiveur ne veut pas dire moins compétent. C'est ça qui est Hmm. intéressant. Oui, c'est finalement d'apprendre à connaître chacun, d'apprendre leurs points forts, leurs talents et de les accompagner là-dedans, quoi, quelque part. C'est ça. Et justement, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une des personnes du customer service euh, a aidé sur la logistique et au fur et à mesure, bah, est devenue head of logistique. Donc, elle est passée du customer service à la logistique parce que c'est quelque chose qui lui plaisait. Elle est jeune, elle est en plein développement et c'est super parce que du coup, on se retrouve avec une responsable logistique qui a fait du customer service, donc qui connaît les problèmes, les problématiques des clients et donc qui fait le lien. Hmm. Et je pense que ça aussi, dans une société, très souvent, on dit le customer service, c'est un peu le département à part. C'est un peu le truc, ouais, eux, ils gèrent les clients, laissons-les faire. Ils sont pas dans les décisions de la société. Et ça, c'est la plus grosse erreur qu'on peut faire.
C'est-à-dire que si là, il y a des directeurs qui nous écoutent ou quoi, il faut écouter les personnes qui sont directement en relation avec les clients. Parce que c'est le plus important. Et ce qu'on a mis en place dans notre société, c'est que typiquement le responsable marketing, un développeur IT, un, le CEO vient passer une demi-journée, une journée ou plusieurs demi-journées avec le customer service, juste à être derrière, à regarder, à échanger pour déjà voir la réalité du terrain, voir ce que les clients disent du site, de l'offre, de tout, mais aussi pour échanger et nous lui remonter les problématiques, que ce soit le CEO. Et en fait, ça permet cette interaction de développer toute la société. Dans beaucoup d'entreprises, il y a ce fonctionnement en silo. Chaque service fonctionne voilà, comme une mini-entreprise et il y a parfois assez peu d'interaction entre les services. Et là, tu es en train de nous parler vraiment d'une transversalité et d'une connaissance des services qui va d'un service à l'autre et donc une meilleure entraide finalement entre chaque service, quoi. Exact. Et c'est là où le rôle des managers est très important parce que quand nous, on fait des meetings entre managers, l'information de chaque agent, donc quand je dis des agents, ça peut être du customer service, ça peut être des gens qui sont dans le marketing, des développeurs IT, tout ce qui fait la société, euh, ces gens-là doivent remonter l'information au manager, donc le manager doit aussi aller récupérer cette information pour que quand on a ces meetings, on va s'échanger l'information. Et c'est là où on se rend compte que quand on développe un truc sur le site, pour nous, c'est évident, c'est clair. Et on se rend compte que plein de clients disent, ouais, mais ce bouton-là, moi, je savais pas que c'était pour cliquer, pour faire ça. Ok, ben nous, on pensait depuis 3 ans que c'était ça, mais on s'est rendu compte que non. Mhm. Et tu vois, le développeur qui a fait ce bouton, il va se dire, ok, ben maintenant, je comprends comment je dois le faire parce que j'ai eu le retour des clients. Mhm. Et même, il va peut-être même apporter une idée. Il va dire, mais pourquoi on ne le mettrait pas là? Pourquoi on ferait pas ça? Pourquoi? Et c'est ça qui est super, c'est que, et là, on parle pas du customer service uniquement, on parle vraiment de tout type de manager qui permettent à la vie d'une société, parce que c'est ça le rôle de manager. Le rôle de manager, c'est pas de dire, hier, tu es venu à 8h01. C'est zéro. Parce que c'est pas en faisant ça, la personne est stressée, elle a plus envie d'être là. Voilà, non, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'aller écouter les personnes, de rechercher l'information et de tirer le meilleur de chacun pour faire avancer toute la société et les personnes individuellement aussi. Oui, et puis ce que j'entends aussi dans ce que tu dis là, c'est de donner du sens, de dire, voilà, toi tu fais ça, mais c'est pour ça, c'est pour cette vision-là. Exact. Et alors là, on part dans un autre débat parce qu'on peut revenir aux périodes scolaires où on te fait apprendre des choses sans t'expliquer pourquoi. Donc toi, tu es là, tu apprends, mais tu t'en fous parce que on t'a pas dit pourquoi ça va te servir. Donc quand nous, on explique les choses, on dit à quelqu'un, bah voilà, là, tu as fait ça, regarde, ça a ça comme impact sur le client. C'est génial parce que la personne, son travail prend tout son sens. Et donc, du coup, le manager qui va rapporter cette information à ses équipes va galvaniser ses troupes. C'est-à-dire que, typiquement, alors je suis pas le seul à le faire, mais je le fais assez régulièrement, dès que j'ai des super retours clients qui englobent un peu tout, c'est-à-dire qui vont dire, vous avez un super site, il est très fonctionnel, il n'y a pas de bug, l'offre, elle est très bien, j'aime bien vos produits, votre customer service, il est top, etc. Quand j'ai ce genre de retour client sur Trustpilot, par exemple, eh ben, je vais faire un email à toute la boîte, aux 30 plus personnes, et leur dire, regardez, ça, c'est ça, merci à vous tous, parce que c'est grâce à tous. Il n'y a pas une personne qui a plus donné qu'un autre pour ça. C'est vraiment un boulot complet d'équipe. Et, Mhm. et tu vois, et quand on voit ça un vendredi, ben, le mec, il est content, il va dans son week-end, il est heureux. Peut-être que ça va même le déstresser par rapport à des choses sur lesquelles il était stressé. Donc, du coup, améliorer sa vie personnelle. Et il va revenir le lundi super content parce qu'il a passé un bon week-end. Tu vois, donc il y a tout un Mhm. découlement et on essaie toujours de ramener des cercles positifs dans les équipes pour justement que tout se passe bien à chaque moment de sa vie. C'est ça le plus important. C'est pas le travail le plus important, c'est qu'on soit bien nous-mêmes dans notre vie. Et c'est grâce à Mhm. ça qu'on va faire du bon travail. Ah, j'adore ce que tu es en train de dire parce qu'il y a ce côté reconnaissance que tu apportes aux équipes, mais il y a aussi finalement
On parle souvent de bien-être au travail, mais là, finalement, tu es en train de nous dire que c'est quelque chose de beaucoup plus global et que, effectivement, tout ce qui va bien se passer au boulot, ça va aussi avoir des répercussions sur la vie perso, sur comment se sent la personne. Et ça, c'est un vrai cercle vertueux. Bah, c'est sûr, tu sais, à partir du moment où une personne fait une erreur au travail, souvent, ça va être des erreurs dites d'intention. C'est pas une question de compétence. Si elle n'a pas la compétence, on va lui apprendre. Mais souvent, c'est des erreurs qui découlent de problèmes personnels, de problèmes privés, d'un état d'esprit, c'est ça le problème en fait. Et donc du coup, quand tu règles ça, bah, tu te retrouves avec des personnes qui sont vachement plus focus. Quand tu dis à une personne, bah là, t'es fatigué, prends ta pause, viens, on va faire une partie de baby-foot, viens, on va faire un autre jeu, on va se détendre, ou tout simplement se poser dans une pièce. Là, typiquement, alors moi, je fais des séances de sport au travail, je fais des séances de respiration. Ça dure pas longtemps. C'est 15 minutes pour la respiration, mais c'est tellement utile parce que les personnes sont détendues et quand elles reviennent au travail, elles se disent, mais c'est trop bien en fait. J'ai fait un truc qui m'a détendu, qui m'a sorti complètement du contexte du travail, même si c'est une période stressante, c'est pas grave. Tu vois, il faut toujours dynamiser, essayer de trouver des choses qui rendent les gens heureux. Et à partir de là, tu vas tirer le meilleur de tes personnes et ta société, elle peut que fonctionner. Waouh, j'adore ce que tu dis. Et j'avais envie pour le mot de la fin te demander quel conseil tu aurais aimé avoir quand tu es devenu manager. Alors, je pense que c'est pas forcément des conseils, mais c'est une, euh, une guidance. Je sais pas si ça se dit une guidance. Tu vois, j'aurais eu besoin de quelqu'un qui vienne et qui me dise, et encore là, hein, malgré mes 15 ans d'expérience, euh, je découvre encore des choses en échangeant avec d'autres Customer Service Managers et, et de me dire, bah, tiens, si à ce moment-là, on avait pu m'accompagner en me disant, OK, bah, t'as fait ça, mais tu sais qu'il y a un outil qui peut faire ça aussi, qui peut le faire mieux, tu sais que tu pourrais faire ça mieux. Tu vois, rien que ces conseils-là, c'est ce qui m'a manqué pour être meilleur plus vite. Et même encore maintenant pour progresser. Donc c'est important. Alors, je le dis pas parce que tu le fais, mais des coachs, justement pour ça, c'est super important parce que souvent, tu es seul. Et c'est très difficile de rechercher quelque chose que tu ne connais pas. Donc, tu peux pas d'un coup te lever le matin en te disant, ben tiens, est-ce qu'il y a une solution à ce problème? Et quelle est-elle? Tu vas chercher, mais des fois, tu cherches pendant des heures. Alors que si ça se trouve, en parlant avec une personne qui vient t'aider et te dire, ah bah tiens, cette solution-là, on la connaît, on a ça, cette société-là utilise ça, bah génial. Et là, tu te dis, mais en fait, ça me facilite la vie. Donc, c'est plus, en fait, en termes de conseils, euh, je pense que je me suis un peu forgé moi-même et grâce à l'environnement dans lequel j'étais, qui m'a permis d'avoir beaucoup de liberté, je pense que ça, c'est le conseil que je vais donner aux gens, c'est faites confiance à vos équipes, donnez-leur de la liberté, ils vous le rendront. Si vous le rendez pas, vous avez des moyens de mettre en place cette confiance. Et, et donc, du coup, pour répondre à ta question, j'aurais aimé être plus accompagné pour faire moins d'erreurs, même si les erreurs m'ont fait apprendre, c'est très important, mais, mais d'être accompagné pour me montrer plus ce qu'est le métier, les outils que j'aurais pu avoir utilisés, que ce soit des outils software ou même des outils mentaux hein, à utiliser. Ça, c'est vraiment je pense, le plus important. Je ne peux que valider ce que tu es en train de dire, bien sûr. Je t'ai pas payé, hein, je tiens à le Non, préciser. exact, c'est juste, c'est juste. Merci beaucoup, Geoffroy, pour tout ce que tu nous as livré aujourd'hui. Et puis, je te souhaite une belle continuation. Merci beaucoup pour l'invitation, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le découvrir à d'autres managers. Mettez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Devenir Manager ou à me contacter sur LinkedIn pour qu'on échange ensemble.